Bienvenue, chers fidèles de l'émission Majuscule Propos. Toujours un plaisir d'être avec vous pour ce numéro. Ce soir ou aujourd'hui, nous allons parler de la sécurité au niveau de la région et particulièrement une question qui divise et qui concerne tout le monde, c'est la sécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo où depuis quelques mois maintenant, les forces de la région sont présentes pour apaiser les esprits, mais également pour ramener la sécurité. Sinon, entre les belligérants, je parle notamment des rebelles du M23 qui avaient occupé quelques territoires de la partie est de la RDC. Donc c'est une force qui s'est interposée entre les M23 et le gouvernement congolais et d'autres alliés du gouvernement congolais. C'est malheureusement les choses semblent un peu patauger sur terrain, notamment avec la démission fracassante du commandant de cette force, le Kenyan, le général-major Jeff Nyaga, qui était donc le commandant de ces troupes. Jeff Nyaga plutôt, ce général kenyan qui a fait ses preuves notamment contre les Chebabs en Somalie. Celui-ci, son expérience n'a pas suffi pour tenir, en tout cas, par rapport à la situation que lui déclare être une situation presque irrespirable pour lui. Il parle d'un manque de confiance entre lui et certaines personnes et il cite notamment des personnes très liées aux autorités au niveau de Kinshasa. Ce soir, nous allons examiner sa lettre de démission, mais surtout une lettre qui a été démentie par le secrétariat général de l'EAC. On va comprendre dans quel contexte cette démission est intervenue avec nous. Ce soir, nous sommes avec Maître Gassoumina Jean-Baptiste, un avocat, ancien avocat du TPIR, également un observateur avisé de la région des Grands Lacs depuis plusieurs années. Il a connu des moments, il a connu des gens dans cette partie du monde. Maître Gassoumina, bonsoir et bienvenue dans notre émission. Bonsoir et merci beaucoup. Voilà, tout à l'heure, nous serons également rejoints par un autre invité, mais en attendant que cet invité puisse se joindre à nous, je voudrais vous inviter à suivre d'abord cet élément sur la démission du général-major Jeff Nyaga, le général kenyan qui était donc à la tête des troupes de l'EAC en RDC. On va revenir pour aller un peu en détail par rapport aux causes proches ou lointaines liées à cette démission. Le commandant de la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est, EAC, a quitté la mission qu'il dirigeait en République démocratique du Congo. Le général Jeff Nyaga a dénoncé dans sa lettre de démission le harcèlement constant qui menace sa sécurité, des intimidations et pressions politiques de la part des contractants militaires, ainsi que les campagnes médiatiques négatives. Il a introduit sa démission auprès du secrétaire général de l'EAC. De son côté, le gouvernement congolais lui reproche son inaction face aux rebelles du M23, la force EAC étant présente dans la partie orientale de la RDC. Il y a environ une semaine, plusieurs dizaines de civils ont été tués dans une zone contrôlée par le M23 dans le territoire de Rutshuru au Nord Kivu. Selon le gouverneur de la province, environ 60 personnes auraient été retrouvées par des témoins. Elles auraient été tuées entre le 20 et 25 avril dans plusieurs villages de la chefferie de Bouito, à environ 100 km de Goma. Voilà, c'est un peu ça la situation. Ce qu'on va retenir, en tout cas, c'est la démission du désormais ex-commandant des troupes de l'EAC en mission en RDC. Maître Gassouminari, depuis quelques semaines, on a senti, comme on dit, du plomb dans l'air. Êtes-vous ou étiez-vous surpris par cette démission? Non, pas du tout. Pas du tout. Je n'ai pas été surpris parce que
Rien n'allait entre les autorités de Kinshasa et le général Jeff Nyaga, qui commande cette troupe. Et la mésentente était essentiellement liée à l'interprétation du mandat qui a été octroyé à cette force est-africaine. Selon les autorités congolaises, ces forces est-africaines devraient être une force offensive. Donc pour eux, ils s'attendaient à ce qu'ils viennent commencer des attaques contre la rébellion du M23. C'est ce qui était dans la tête des autorités congolaises. Alors que le mandat qui leur avait été assigné était différent. Le mandat n'était pas offensif, comme le voudraient les autorités congolaises. Le mandat était un mandat d'interposition. Donc, il devait, au fait, occuper les territoires qui étaient jadis sous contrôle du M23, que le M23 devrait céder à ses forces pour que ça serve d'une zone d'interposition ou d'une zone tampon, bien que les autorités congolaises n'aimeraient pas bien entendre ces vocables. Le zone tampon, oui, c'est en tout cas un mot qui ne passe pas. Non, c'est un mot qui n'a jamais passé, qui ne passe pas, et selon les autorités congolaises, qui ne passera jamais. Parce que pour eux, ils disent que ces forces, soit elles passent à l'action contre le M23, ou elles laissent les FARDC faire leur travail. Et pourtant, le chef d'État avait donné un mandat très clair à ces forces, que c'était donner la chance à la paix et à une solution négociée, une solution pacifique, qui passait impérativement par le retrait du M23, des zones conquises et leur cantonnement dans les zones désignées, notamment autour du Mont Sabinho, et puis par la suite, amorcer le processus politique par un dialogue. Les chefs d'État avaient clairement exprimé dans différents communiqués que c'est après l'échec des négociations politiques que ces forces devraient passer à l'action pour contraindre la personne ou le groupe qui serait à la base du refus de la mise en œuvre de ces mandats qui leur avaient été octroyés par les chefs d'État. Mais les autorités congolaises l'entendaient d'une autre manière. Mais maintenant, maître, l'entendre d'une autre manière, c'est une chose, mais quand même, l'interrogation qui est sur toutes les bouches aujourd'hui, c'est déjà comment comprendre qu'après autant de semaines, après la signature déjà dans le cadre de l'esprit de Luanda, de l'esprit de Nairobi, comment comprendre qu'à ce jour, plusieurs semaines après, on soit encore dans les interrogations ou dans les interrogations sur le réel mandat des troupes de l'EAC présentes en RDC? Non, en fait, on ne s'interroge pas sur le mandat, parce que le mandat est clair. Mais malheureusement, nous avons deux lectures de ces mandats. Justement, c'est ce que je veux savoir. Pourquoi? Si ce sont les mêmes accords, si ce sont, parlons pas des accords, en tout cas, si c'est le même entendement, si les gens se sont mis d'accord sur une feuille de route, pourquoi son interprétation devient différente ou différente selon où on se trouve? Je dis que ce n'est même pas une interprétation, parce que le mandat lui-même n'est pas sujet à interprétation. C'est un mandat clair qui a été défini par les chefs d'État et dont tout le monde a mis ou a apposé sa signature dessus. Mais le comble, c'est que le gouvernement congolais, lui, a une autre logique qui est différente de la feuille de route de Luanda, qui est différente des déclarations de Nairobi et de Bujumbura, parce que lui, il aimerait que les choses se fassent autrement. Mais le mandat n'est pas ambigu. Le mandat est clair. Ces forces n'ont pas été déployées à l'est de la RDC pour aller combattre qui que ce soit. C'était pour aller être témoin du retrait du M23, du tenu d'un dialogue politique et de la mise en œuvre éventuelle de résolutions ou de conclusions de ces accords politiques qui s'en suivront.
et entre-temps assurer la sécurité des personnes et des biens dans les zones qui ont été, dans lesquelles le M23 s'est retiré. C'est ce que disent les communiqués. Et il n'y a pas d'ambiguïté, mais vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à entendre forcément les choses telles qu'il n'aimerait pas les entendre. Et d'ailleurs, il s'est produit beaucoup d'événements malheureux là-dessus. Vous souvenez, lorsque le président suisse était en visite officielle en RDC, en compagnie du président Tshisekedi, pendant la conférence de presse qui a mis fin à la visite officielle du président suisse, le président Tshisekedi a déclaré qu'il n'y aura jamais de négociations politiques. Il a bien dit jamais de négociations politiques avec le M23. Contrairement à l'esprit et à la lettre de tous les communiqués, de toutes les feuilles de route, de tout ce que le chef d'État s'était convenu. Il a dit qu'il n'y aura jamais de négociations politiques. C'est ce qu'il raconte tout le temps. Est-ce que déjà par cette déclaration ou par ces déclarations, peut-on en déduire que, par exemple, le président Tshisekedi dit une chose et son contraire à la fois? Mais bien entendu. Bien entendu, parce que c'est lui qui avait demandé au chef d'État d'exiger le retrait du M23 avant que tout dialogue ou toute discussion politique n'ait lieu. Et les chefs d'État se sont exécutés, ils ont exaucé la demande du président Tshisekedi, ils ont fait une feuille de route qui ne mentionnait pas que le M23, qui mentionnait le M23 et tous les autres groupes armés nationaux et étrangers qui opèrent sur le territoire congolais. Mais le gouvernement congolais n'est intéressé que par un seul groupe, le M23, pour le gouvernement congolais. Il n'existe pas d'autres groupes à l'est du Congo qui soient à la base de l'insécurité qui règne depuis plus d'une vingtaine d'années. Donc c'est ça le comble. Donc pour eux, le problème c'est le M23 et par ricochet, ils disent d'ailleurs que ce n'est pas le M23, que c'est une agression d'un pays étranger qui est le Rwanda, qu'ils nomment comme le Rwanda. Dans les déclarations de Luanda, on parle d'une centaine d'autres groupes armés présents. Tous les rapports ont montré qu'il n'existe pas que le M23 comme groupe armé ou mouvement rebelle dans la partie Est. Comment comprendre que le focus soit mis sur la situation du M23 et plus loin, le communiqué a dit que les processus allaient partir de pair, c'est-à-dire en même temps qu'il y a désarmement ou cantonnement du M23, il y aurait un autre processus en même temps qui concerne d'autres groupes armés dans la partie Est. Qu'en est-il de la situation aujourd'hui, maître? Au fait, moi je pense que tous les problèmes résident sur la manière dont le gouvernement congolais veut traiter la question en général. Pour le gouvernement congolais, seul le M23 est un groupe qui dérange. Les autres groupes ne les dérangent en rien parce que, bon, pour des raisons évidentes, tous ces groupes ont été créés par le gouvernement congolais. Tous ces groupes sont entretenus par le gouvernement congolais. Tous ces groupes sont armés par le gouvernement congolais. Donc, pour eux, ce sont des alliés. Ce ne sont pas des groupes hostiles. C'est pour cette raison qu'ils ne veulent même pas faire mention de leur existence. Mais pourtant, la feuille de route de Luanda parle bien des groupes armés étrangers qui doivent déposer les armes et rentrer dans leurs pays respectifs sans condition. C'est bien indiqué dans le communiqué, c'est bien indiqué, la feuille des routes est claire, et parmi les mouvements, pas les mouvements, mais les groupes armés étrangers qui opèrent à l'est de la RDC, existe le FDLR rwandais, le Red Tabara burundais, et le FNL, et les ADF Nalu ougandais. Donc, tous ces groupes ont été bien identifiés et sommés de déposer les armes, de rentrer dans leurs pays respectifs et sans condition. Et le délai qui leur a été donné est largement dépassé, mais côté Kinshasa, c'est silence radio. Personne ne veut même en parler, personne ne mentionne ce groupe.
lorsqu'ils mentionnent les FDLR, ils disent que c'est un prétexte rwandais, que les FDLR ne représentent pas une menace. Mais qui représente une menace ou pas au Rwanda, ce n'est pas une raison qu'ils les entretiennent. Mais ils ne veulent pas leur désarmement parce que ce sont leurs alliés. Maître, j'aimerais bien qu'on revienne à la démission du général Jeff Nyaga, puisque c'est d'elle dont on parle particulièrement ce soir. Déjà, comment comprendre que la confiance puisse s'ébranler entre le général Nyaga, puisque dans sa lettre de démission, qui a fuité malheureusement, mais qui a été niée, ou en tout cas que le secrétariat de l'EAC a dit que c'est un fake, mais les faits qui sont relevés ou soulevés par le général, si on doit s'en tenir, le manque de confiance. D'où vient le manque de confiance? Pourtant, vous dites bien que sur terrain, le processus est en cours, la machine a été lancée, la M23 quitte les territoires qu'ils occupaient il y a quelques mois, quelques semaines. Il y a le M23, donc il y a un processus en cours. Comment est-ce que cette confiance est partie ou s'est effritée entre le général et les autorités congolaises qui l'ont accueilli? Oui, en fait, je venais de le dire tantôt. Moi, je pense que cette confiance s'est ébranlée à cause d'une chose majeure. La mauvaise interprétation du mandat de la force est-africaine par les autorités congolaises. Pour rappel, vous vous souvenez, après la réunion des chefs d'État qui s'est tenue à Bujumbura, le président Tshisekedi s'était pris violemment au général Nyaga en présence du président Ruto. Vous vous souvenez comment il le pointait du doigt en lui disant que s'il continue, qu'il aura des problèmes avec la population et qu'eux, comme autorité, ils n'aimeraient pas bien que ces problèmes existent entre les populations congolaises et la force est-africaine que dirigeait le général Nyaga. Voilà, les images attestent déjà ce que vous dites. Oui. Deuxièmement, vous vous souvenez, lorsque le président Tshisekedi annonçait l'arrivée des forces kenyanes, de la force est-africaine, lui disait que ces forces allaient entrer par Bunagana et que ces forces viendraient en train de combattre. Et il a continué en disant que vous pouvez vous imaginer la suite. Cette chose n'a pas eu lieu. Ça, c'est une déclaration faite par Tshisekedi lui-même sur France 24. Oui, exactement. Lorsqu'il était à New York, en marge du sommet, pas du sommet, mais de l'Assemblée générale des Nations unies. Il a dit que les forces kenyanes allaient arriver par Bunagana et qu'ils viendront en combattant le M23 et qu'on devait s'imaginer la suite. Cette chose n'a pas eu lieu. Et pendant la réunion, après la réunion de Bujumbura, vous avez vu comment... C'est-à-dire, si vous restez là, c'est une pilule qui n'est jamais passée pour le président Tshisekedi, avoir annoncé ça avec pompe sur des chaînes internationales et que malheureusement, ça ne puisse jamais se produire. Exactement, ça ne s'est jamais réalisé. Et puis, lorsqu'ils sont venus, pas à travers Bunagana, comme le voulait le président Tshisekedi, lorsqu'ils sont arrivés à Goma, ils croyaient qu'ils étaient en train de se préparer pour lancer les offensives. Et le général Nyaga lui a dit non, notre mandat n'est pas de lancer des attaques contre un groupe ou un autre. C'est plutôt donner la chance à la paix, donner la chance au dialogue politique et qu'à l'issue de ce dialogue politique, notre mandat sera maintenant de s'attaquer à la personne ou au groupe qui ne vont pas respecter l'esprit et la lettre de l'accord qui aura été conclu. Donc, les réfractaires à ces processus, c'est à lui qu'on aura affaire. Mais maintenant, à l'heure où je vous parle, nous ne pouvons pas lancer des opérations contre qui que ce soit parce que nous ne savons pas qui est la cause de l'insécurité à l'heure où nous sommes. Donc, je pense que
Cette manque de confiance est né là-bas. Donc, les autorités congolaises avaient un autre entendement qui n'est pas l'entendement du mandat que les chefs d'État ont confié à la force est-africaine. Et aussi, pour rappel et pour mémoire, vous vous souvenez, une réunion qui n'a pas eu lieu, mais qui avait été planifiée à Goma, et dont l'objet ou l'objectif, c'était d'interpréter le mandat de la force est-africaine. Or, moi, je ne sais même pas si les ministres de la Défense des pays membres de la communauté est-africaine étaient compétents à changer le mandat qui a été assigné à une force par les chefs d'État. Parce que si c'est le sommet des chefs d'État qui avait fixé le mandat, il est le seul organe habilité à pouvoir et l'amender et le changer. Donc, amender ou apporter quelques modifications, changer ou purement et simplement le révoquer. Donc, pour vous, on tombait dans le vice de procédure? Mais non, même pas, ce n'est même pas un vice de procédure. C'était une manœuvre du gouvernement de la République démocratique du Congo. C'est le non-respect de la hiérarchie ou comment? Mais bien entendu. Au fait, c'était une façon de changer un mandat octroyé par le chef d'État, mais en utilisant une ruse, parce qu'ils voulaient au fait que leur volonté soit respectée par le ministre de la Défense des pays membres de l'East African Community, de la communauté est-africaine. Ce qui n'est pas, en fait, ce ne serait même pas un vice de procédure, ça serait même une insubordination, parce que le sommet des chefs d'État est l'organe suprême de l'organisation. S'ils ont décidé et qu'ils ont donné un mandat qui n'est pas ambigu, les ministres de la Défense ne pouvaient pas avoir la compétence de modifier ce mandat ou de l'éclaircir, comme heureusement que la réunion n'a pas eu lieu. Mais si la réunion avait eu lieu et que des décisions avaient été prises, moi je pense que ça allait même créer une zizanie au sein des membres de l'organisation. Voilà, on comprend qu'il y a quand même une certaine cacophonie autour de l'interprétation déjà des textes et de l'esprit et la lettre de cet esprit-là de Luanda et de Nairobi. Alors maître, on revient par rapport à la lettre de démission du général Jeff Nyaga. Il parle d'une campagne orchestrée contre sa personne. Pourquoi lui? Pourquoi le général Jeff est devenu la cible? Pourquoi lui? D'abord parce que c'est lui le chef de la mission. Donc c'est de lui que passe tout. Et le message provenant du gouvernement congolais, passé par Jeff Nyaga, et le message provenant du secrétariat exécutif, le secrétariat général de la communauté des États d'Afrique de l'Est, passé par lui. Donc, les communications... donc, vous comprenez, c'était lui le chef de la mission, c'était normal, et puis c'était lui, il incombait à lui de clarifier le mandat qui leur avait été assigné. Et c'est lui, lorsqu'il s'agissait de conférences de presse, c'est lui qui disait tout ce qu'il pouvait dire à propos de la force. C'était lui le chef, c'était lui le porte-parole de cette force. C'est normal que même toutes ces attaques soient dirigées contre sa personne. Mais vous avez dit tantôt que le secrétariat général de l'EAC aurait démenti, aurait dit que la lettre de démission était un faux. Mais si vous analysez les faits, moi je pense que ce n'est pas un faux. Et ils ont dit que c'est un faux. Déjà, comment comprendre cette contradiction-là? Non, parce qu'il n'y a même pas de contradiction. Non, il n'y a aucune contradiction. Que le secrétariat s'inscrive en faux par rapport à cette lettre. Remontons les faits. Le général Jeff Nyaga dit qu'il démissionne et qu'il a quitté les lieux de déploiement de la force est-africaine. Le même jour, le gouvernement kenyan fait une restructuration de son armée. Une restructuration, oui. Le général Nyaga est nommé commandant des opérations à l'ouest du Kenya. Son remplaçant est nommé par le gouvernement kenyan. Et éventuellement, lorsque quelqu'un est nommé et que son remplaçant est aussi nommé, et d'ailleurs,
dépêché, parce qu'il est déjà sur place, parce qu'aujourd'hui, il a tenu une conférence de presse à Goma. Donc, c'est-à-dire, ce que dit le secrétariat général de la communauté des États d'Afrique de l'Est est diplomatique. C'est de la communication? Oui, mais bien sûr, c'est la communication. Ils ont voulu apaiser une situation explosive en essayant de dire que... Parce que les faits qui sont révélés dans la lettre de démission sont des faits très graves, surtout du côté du gouvernement de la République démocratique du Congo. Le fait de voler des drones au-dessus de sa résidence, le fait d'y déployer des mercenaires qui surveillaient ses mouvements et qui... D'ailleurs, il dit qu'il a été obligé de changer de résidence. Oui, il a déménagé de cette résidence. C'est quand même grave, maître, oui. Lorsqu'un général d'armée, commandant des forces est-africaines, avec toute la logistique autour de lui, qu'il se sente obligé de changer de résidence. Mais maître, bien sûr. C'est quel type de menace Ce n'est pas un fait anodin. Non, imaginez-vous, les gens qui montent une garde devant votre maison, qui ne sont pas vos gardes du corps. Imaginez-vous les gens qui volent des drones au-dessus de votre résidence. Et il a bien précisé que ce sont des mercenaires qui ont été engagés par le gouvernement congolais. Et le gouvernement congolais a toujours nié. Non, qu'il n'y a jamais eu des mercenaires, quand même. Le gouvernement congolais n'a pas nié. Lui ne reconnaît pas. Le gouvernement congolais n'a jamais accepté d'avoir engagé des mercenaires. Non, attends. Qui sont ces gens déjà? Le gouvernement congolais, à travers la bouche du porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo, a dit que ces gens ne sont pas des mercenaires, que ce sont des militaires roumains qui ont été engagés par les forces armées de la République démocratique du Congo pour encadrer. Des consultants, c'est ça? Oui, des instructeurs au niveau des centres d'instruction et les opérateurs des armes qui ont été récemment acquises par le gouvernement congolais et donc qui sont là pour accompagner les forces armées de la République démocratique du Congo dans les opérations qu'ils font et dans le maniement de toutes ces armes, des derniers cris, comme ils les décrivent eux-mêmes. Donc, les uns disent que ce sont des mercenaires, les autres disent que ce sont des forces régulièrement recrutées, mais ce sont des Roumains, effectivement, et on ne sait pas, ce n'est pas une force internationale reconnue, ils ne font pas partie de la MONUSCO, ils ne font pas partie de l'East African Community, ils ne font pas partie de la coopération militaire, mais s'ils ne sont pas des mercenaires, qui sont-ils? C'est seulement au niveau du conceptuel qu'il y a changement, mais le général Nyaga n'a pas tort quand il dit que des mercenaires ont été engagés pour venir l'espionner et pour venir porter atteinte à sa sécurité physique. Parce qu'il dit que sa sécurité physique était menacée. Et c'est ce qui a fait qu'il a démissionné et il a quitté les lieux de déploiement. Parce que la lettre le précise, qu'il n'était plus là-bas. Mais ce n'est pas un fait anodin. Si le même jour, quand la lettre a fuité, comme ils disent, entre guillemets, que le gouvernement kenyan lui a donné d'autres fonctions. Le même jour de la sortie de la lettre de démission, c'est le même jour de la sortie de la nomination, de sa nomination, nouvelle fonction, oui, nomination de son remplaçant. Oui. Est-ce que allons-nous dire que le divorce était déjà consommé? Le divorce était déjà consommé. Et je pense que même son successeur aura le même problème, parce que... vous prédisez déjà des problèmes, maître. Il n'a même pas 2 jours de travail. Sur quelle base dites-vous qu'il aura les mêmes problèmes, par exemple? Avez-vous des preuves pour étayer vos propos? Bien sûr que oui. Parce que le problème qu'a eu le général Jeff Nyaga sont liés à l'interprétation du mandat de la force est-africaine. Ce mandat n'a pas été changé. Comme je vous ai dit, seuls les chefs d'État sont habilités à changer le mandat à attribuer à cette force. Et les attentes du gouvernement congolais, c'est de voir la force est-africaine aider les forces armées de la République démocratique du Congo à combattre la rébellion du M23. Et cela ne va pas venir bientôt, comme tout le monde le dit. Parce que leur mandat n'est pas de combattre tout de suite le M23,
c'est par contre de s'interposer entre les M23 et les FARDC en attendant qu'il y ait une négociation politique et que la question politique soit vidée. Donc, si le gouvernement congolais ne voit pas la force est-africaine venir passer à l'action, c'est-à-dire tout dirigeant ou tout commandant de cette force aura toujours des problèmes avec les autorités congolaises parce qu'il n'aura pas fait selon leur volonté. Et n'oubliez pas, dans la lettre de démission de Jeff Nyaga, il parle d'une rotation des commandements au bout de tous les 3 mois. Et lui, il a précisé que cela n'est pas, qu'il n'en est pas question parce que les chefs d'État n'ont pas dit que cette fonction des commandants de la force est rotative après 3 mois. Donc, vous comprenez qu'en fait, si je dis que même les successeurs auront le même problème, c'est parce que ce sont les problèmes structurels qui sont liés au mandat qui est le mandat de cette force qui lui a été donné ou assigné par les sommets des chefs d'État. Donc, ce n'est pas être un prophète de malheur, je ne prédis rien de mauvais, mais je dis que si l'esprit des autorités congolaises ne change pas, s'ils s'obstinent à vouloir voir le nouveau commandant ordonner ses troupes à passer à l'offensive, parce qu'eux, ils disent que la force est-africaine a un mandat offensif, ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai, parce qu'ils ont refusé, dans tous leurs communiqués, de mentionner que ces forces vont occuper les zones abandonnées par le M23 et que le gouvernement congolais et ses forces ne sont pas autorisés à fouler le pied sur ces territoires qui seront contrôlés par la force est-africaine, qui sont de nature, au fait, une zone tampon. Mais dans toutes les communications du gouvernement congolais, zone tampon, ça ne devrait pas figurer. Ils ont préféré qu'on utilise notre vocable. Donc, que ce sont les zones sous l'entière responsabilité des forces de l'EAC. Donc, voilà. Vous comprenez au fait que c'est là où il y a le nez du problème. Voilà, il y a le nez du problème. Quand même, on comprend qu'il y a des interprétations selon où on se trouve et surtout selon ce qu'on veut faire entendre. Maître, il y a aussi un autre point quand même une accusation, c'est un fait soulevé dans la lettre de démission. Le général dit, voyez-vous, il y a eu suppression de la page Facebook des forces de l'EAC. Ça, c'est une des preuves tangibles du sabotage qui y est en train d'être fait à notre encontre ou à l'encontre des forces de l'EAC. Est-ce que ce sont des accusations qui sont vérifiables? Oui, bien entendu. Une page... Et pour quel intérêt on supprimerait ou on suspendrait? Non, vous connaissez... Et qui aurait intérêt à suspendre la page de ces forces? Non, le gouvernement congolais a intérêt à suspendre cette page. Pourquoi? Parce que d'abord, ils orchestrent une campagne de désinformation et ils alimentent et la toile et les médias traditionnels avec des mensonges, un message qui n'a rien à voir avec les faits sur le terrain et tout fait qui contredirait leur narratif n'est pas le bienvenu dans le milieu médiatique ou même sur les réseaux sociaux. Cela expliquerait la suppression de la page Facebook de la force est-africaine. Parce qu'eux, ils tentaient, sans succès bien entendu, de faire comprendre leur mandat, que leur mandat n'était pas un mandat offensif, comme le gouvernement congolais le fait entendre, que c'était un mandat d'interposition entre les belligérants en attendant qu'une solution politique soit trouvée. C'est ce qui contient la page Facebook de cette force. Mais si vous suivez de près toutes les communications du gouvernement congolais, si vous suivez très bien les interventions du ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement,
Monsieur Patrick Mouyaya. Il dit le contraire de ce que dit les autres, donc notamment la force est-africaine dirigée par le général Niaga. Et je crois que ça, c'est une raison suffisante pour supprimer cette page Facebook et pour priver aux Congolais et aux autres une information qui soit différente de l'information officielle de la ligne que Mouyaya et ses communicateurs ont choisie. Donc je pense que ce n'est pas un fait anodin, c'est quelque chose de très important. Et le général a dit, même notre page Facebook a été supprimée. Et parallèlement, il y a une campagne qui est orchestrée par le gouvernement pour salir et ma personne et saboter l'action de la force que je dirige. Et par sabotage, vous comprenez. Là, par exemple, je ne suis pas peut-être la bouche autorisée pour le dire, mais les chefs d'État avaient dit que là où les militaires du M23 vont se retirer, que seules les forces de l'EAC vont occuper ces positions. Mais aujourd'hui, je disais, il n'y a pas longtemps, que les localités de Bambo, de Tongo, de Kishiché, de Murimbi sont de nouveau occupées par les FARDC. Déjà, ça c'est une provocation. Parce que, bon, ils ont commencé à ne pas respecter ce qui a été conclu entre chefs d'État. Parce qu'en principe, ils ne devraient pas occuper les positions abandonnées par le M23. Seules les forces de l'East African Community sont habilitées à occuper ces territoires. Jusqu'à quand déjà? Non, jusqu'à ce C'est quoi la suite des événements? Parce que, par exemple, les autorités congolaises, ou en tout cas des gens qui sont dans le même esprit, se disent « Ok, les territoires seront occupés par les forces de l'EAC. » Et c'est quoi la suite des événements? Non, en fait, les chefs d'État ont tout résolu. Ils ont dit, nous comprenons que le M23 a des revendications légitimes. Nous comprenons que le gouvernement congolais défend l'intégrité de son territoire, ce qui est légitime et correct. Mais nous disons que ces gens doivent s'asseoir ensemble, discuter des différends qui les opposent, avoir un compromis. Et puis, lorsque ce compromis aura été trouvé, la suite sera que le gouvernement congolais va faire sa part de contrat et le M23 va faire sa part de contrat. Et à l'issue de ce processus, c'est lui qui sera un obstacle à la paix. C'est à cette personne ou à ce groupe que l'armée de l'East African Community aura affaire. Donc, ça a été défini. Moi, je ne pense pas qu'il y ait une ambiguïté. C'est clair. Donc, les forces des armées de la République démocratique du Congo devraient rester dans leur position, continuer à faire ce qu'ils doivent faire et laisser les forces de l'East African Community... À Kinshasa, on a déjà parlé au lendemain déjà du communiqué de Luanda. On parlait déjà de Sabinyo, que c'est là que devaient être retranchés ou cantonnés les M23. Très récemment, le général Jeff Nyaga, avant sa démission, lui dit, écoutez, au cours d'une conférence de presse avec les journalistes qui étaient sur terrain dans les zones abandonnées par les M23, la question lui avait été posée. Il dit, vous qui parlez de Sabinyo, connaissez-vous Sabinyo? Il y a des préparatifs au préalable qui doivent être faits pour qu'on puisse y cantonner les forces du M23. Est-ce que, n'est-ce pas des propos qui doivent avoir frustré des personnalités à Kinshasa, maître, lorsqu'il dit il s'inscrivait en faux par rapport au cantonnement d'un M23 Hik et Nunk
dans cette zone en disant qu'il y a des choses qui doivent être faites au préalable. Il n'a pas peut-être été mal compris ou mal interprété? Oui, mais ce qu'il disait, c'est la vérité. Parce que là, nous parlons des êtres humains. Lorsque vous dites que des gens doivent être cantonnés quelque part, il faut qu'il y ait au moins le minimum. Sabinho, on parle de oui. Sabinho. Est-ce que bon, déjà c'est Sabinho-là? Quand on parle de Sabinho, c'est un peu vague. Au fait, je rappelle qu'il y a eu une réunion des chefs d'état-major. Et d'abord, vous devez nous dire d'où est venu ce Sabinho-là? Non, c'était au fait pendant les négociations des retraits de ces forces. Et le gouvernement congolais a suggéré que ces gens se retirent pour aller dans le Mont Sabinho, là où ils étaient initialement avant le lancement des opérations qui ont abouti à la conquête de toutes ces régions dont ils sont supposés se retirer pour aller dans leur position initiale qui sont dans le Mont Sabinho. Mais par la suite, le chef d'état-major des États membres de la communauté est-africaine se sont réunis à Bujumbura et ils ont fait une carte qui montrait clairement les positions où vont camper les M23 en attendant qu'il y ait négociation politique qui aboutirait éventuellement à leur démobilisation et à leur réinsertion au sein de l'armée congolaise pour ceux-là qui vont remplir les conditions. Là nous sommes dans l'esprit et la lettre de tous ces dialogues qui ont eu lieu et de tous les communiqués qui ont été signés. On va revenir là-dessus parce que j'ai une question particulièrement à cette réinsertion, intégration au sein de l'armée congolaise. Poursuivez vos propos. Oui. Après, lorsque les chefs d'état-major ont dressé cette carte et qu'ils ont montré les positions que le M23 va occuper en attendant tout ce qui va se faire par la suite, y compris le désarmement, la réinsertion et la démobilisation éventuelle des combattants, y compris aussi le désarmement, parce qu'ils doivent être désarmés à la suite de ce processus. Parce que bon, s'ils doivent quitter l'armée ou le métier des armes, ils doivent être désarmés éventuellement. Donc ça, c'est quelque chose de très normal. Et ce qui allait suivre, au fait, c'est ce que le général Nyaga disait. Comme ce sont les êtres humains qui doivent vivre une dignité minimale, au moins, le lieu de cantonnement devait être préparé en conséquence. Et il a dit, en ce qui me concerne, à ce que je sache aujourd'hui, aucune préparation n'a été faite. On demande aux gens que de se retirer pour aller à Sabinho. Mais est-ce que c'est pour qu'ils aillent mourir là-bas? C'est une question lui-même qu'il s'est posée. Il disait que, au fait, qu'ils n'étaient pas bien préparés à l'exercice parce que les préalables n'ont pas été faits. Donc, pour quelqu'un animé de bonne foi, quelqu'un qui a une intelligence minimum, il comprend que là où vous envoyez des milliers, des centaines de personnes, vous devez y avoir des infrastructures minimum de base. Et c'est ce qu'il déplorait. Il disait que même le contrôle de ce cantonnement devrait être difficile parce qu'aucune chose n'a été préparée au préalable, alors que c'est sur cet aspect que les gens devraient normalement penser. Dignité humaine oblige les forces M23, tout comme les forces de l'EAC ou les forces de l'armée congolaise, c'est d'abord des humains tout de même. Ils doivent vivre dans certaines conditions dignes pour un être humain. Maintenant, il y a une question, quand même une certaine opinion se pose la question, est-ce que le cantonnement de forces du M23 va, après le cantonnement, va suivre l'épisode désarmement, démobilisation, également réinsertion. Alors, certaines forces du M23 figurent sur les listes de l'armée régulière de la République démocratique du Congo. C'est ça, maître? Oui, oui. C'est-à-dire, certains sont des officiers supérieurs de l'armée congolaise qui ont fait défection
rejoindre ou former le M23. Et maintenant, maître, on a eu des formules à l'époque. On a eu le brassage, on a eu le mixage. Quelle formule allons-nous avoir cette fois-ci? Est-ce que l'esprit de Nairobi, l'esprit de Luanda a prévu quoi exactement? Bon, en fait, c'est des choses qui devraient être négociées et définies préalablement. Et les négociations, comme vous le savez, n'ont pas encore eu lieu. Donc, les chefs d'État ont demandé, parce que le gouvernement congolais a exigé qu'avant toute négociation politique, il y ait retrait du M23 des zones conquises. C'était la condition sine qua non. C'était la condition sine qua non posée par le gouvernement congolais pour qu'il y ait négociation politique. Et cette condition a été acceptée par les chefs d'État de pays membres de la communauté est-africaine et aussi étendue aux chefs d'État de pays membres de la communauté de la CIRGL. C'est de là d'ailleurs que le président Lourenço de l'Angola intervient. Et le communiqué a été signé par tous les chefs d'État et le principe a été accepté. D'ailleurs, c'est ce que moi je salue du mandat de la force est-africaine, parce qu'ils ont commencé à exécuter cette décision en demandant... La volonté des chefs d'État. Oui, en demandant au M23 de s'exécuter et en supervisant les opérations de retrait et en déployant dans des zones où le M23 s'est retiré. C'est dans ce cadre que le Kenya a déployé à Kibumba, à Rugari et dans le camp de Rumangabo. C'est dans ce cadre que le Burundi a déployé ses forces à partir de la cité de Sake, Karuba, Mushaki, Kilorirwe, Burungu, Kichanga, Mweso. Et c'est dans ce cadre que l'armée ougandaise s'est déployée à Bunagana, à Tchengerero, à Rubare, à Ruchuru, à Kiwanja. Donc, déjà, le communiqué des chefs d'État est en train d'être mis en œuvre parce que le M23 se retire progressivement des zones sous son contrôle pour se retirer vers les zones désignées où il devrait être cantonné, en attendant que les négociations politiques se poursuivent. Et malheureusement, récemment, au cours de la visite du président de la Suisse à Kinshasa, lors d'une conférence de presse conjointe avec le président Tshisekedi, le président a dit clairement qu'il n'y aura jamais de négociations avec le M23. Il n'a même pas dit qu'il y a possibilité qu'il y ait... Il a dit qu'il n'y aura jamais. Donc, il a utilisé le terme « jamais ». Et je ne sais pas si c'est quelque chose qui augure quelque chose de bon, parce que s'il n'y a pas ces négociations politiques, c'est-à-dire qu'il y aura poursuite des hostilités. Et s'il y a poursuite des hostilités, je ne sais pas qui sera gagnant dans cette guerre, parce que tout le temps qu'il y a eu toutes ces hostilités, moi, je ne sais même pas une seule bataille qui aurait été gagnée par l'armée congolaise. Donc, mais ils s'obstinent, ils disent qu'il n'y aura pas de négociations et ils veulent que les gens soient cantonnés et qu'ils soient désarmés, alors que ce qui devait être fait, c'était des négociations politiques qu'ils ne veulent même pas faire. Parce que c'est le gouvernement congolais, parce que le M23 ne peut pas négocier avec lui-même et conclure un accord avec soi-même. Donc, il faut qu'il ait un partenaire. Et le partenaire dit qu'il n'y aura jamais de négociations. Donc, je ne suis pas prophète de malheur, mais je ne vois pas la paix venir avec cette attitude. Prions en tout cas, notre souhait, c'est qu'il y ait ce retour de la calmie, de la paix, et que, en tout cas, toutes les parties puissent se convenir sur la bonne chose à faire. Mais maître, tout en revenant sur le communiqué du général, la lettre de démission du général Jeff, à Kinshasa, en tout cas autour du chef de l'État, les informations qui nous parviennent, on accuse les forces de l'EAC et notamment celui qui était le commandant en chef, le commandant de ces troupes, le général Jeff, de faire preuve de complaisance avec l'M23.
c'est qu'il y a une sorte de camaraderie, de fraternité qui s'est installée, affichée aux yeux du public, et c'est trop gênant du côté de Kinshasa. Non, mais je pense qu'ils n'ont pas raison. Tout de suite, je disais qu'au fait, la contradiction n'est venue que de l'interprétation du mandat de cette force. Cette force n'a jamais reçu mandat de s'attaquer au M23. Et cette force n'a non plus eu à aider le M23 avec quoi que ce soit. Ils n'ont jamais prêté la logistique au M23. Il n'a jamais été question de leur donner du passage pour aller n'importe où. Et c'est par contre le M23 qui cède des territoires qui étaient sous son contrôle à la force est-africaine. Mais est-ce que vous comprenez que, par exemple... Quelqu'un qui dit qu'il y a complaisance, justement, que veut-il dire? Que veut-il dire? Parce que c'est un mot qui ne veut rien dire. Vous avez complaisance avec quelqu'un à qui vous avez affaire, soit à combattre, et que vous avez refusé de le combattre, ou que vous l'avez peut-être combattu de la manière dont il ne s'agissait pas. Pour vous, les forces de l'EAC, l'attitude dont il fait preuve est celle que ces troupes doivent afficher? Mais bien entendu, parce que leur mandat n'est pas un mandat offensif. Ils ont un mandat d'interposition. Ils sont là pour maintenir la paix dans les régions qui sont abandonnées par le M23. Donc, parce que pour qu'il n'y ait pas vide, donc, l'armée congolaise, la police congolaise occupaient jadis ces territoires et assuraient la sécurité des personnes et de leurs biens. Il y a eu des affrontements, ces forces ont été défaites et ont quitté ces lieux pour le compte du M23 qui les a conquises. Et les chefs d'État disent que le M23 doit se retirer des positions occupées pour aller en des lieux désignés, et ces lieux vont être occupés par une force neutre, qui est la force des États d'Afrique de l'Est. Et c'est ce que le général Niaga et ses forces faisaient. Donc, ils seraient déployés dans des zones qui étaient abandonnées par le M23. Et je ne sais pas, la personne qui parle de complaisance parle de quoi? Maître, j'aimerais savoir une chose. Il y a quand même la question du M23, la question sécuritaire, nous savons bien, mais le Congo, c'est un territoire immense de 2 445 km² de superficie. Nous sommes dans une période très délicate. On est à quelques mois des élections par rapport au calendrier, du moins s'il est respecté, au calendrier électoral. Est-ce que, Maître, à la lecture de la situation actuelle, peut-on dire que la politique interne à la RDC, ce qui se passe en interne, influe sur même l'attitude que les autorités congolaises ont face aux forces de l'EAC? Oui, bien sûr. Le discours populiste du ministre de l'Enseignement supérieur, M. Muhindo Nzangi, entre dans ce cadre. Donc, quand je parle de populisme, il lance des messages qui tendraient à prouver que ce sont des patriotes, qu'ils sont en train de combattre une agression extérieure pour camoufler leur échec sur le plan social. Parce que quand ils allaient au pouvoir, quand ils ont prêté serment, ils ont dit que le peuple allait être leur priorité, que c'était le peuple d'abord. Mais au bout de 4 ans au pouvoir, ils n'ont aucun bilan à montrer, ils n'ont aucune chose à présenter à la population pour leur dire voilà, nous avons fait ça et ça, et nous aimerions que vous renouveliez notre mandat. Mais maintenant, parce qu'ils n'ont pas de bilan à présenter, ils se réfugient dans des discours populistes pour attirer l'attention des électeurs, pour s'éterniser au pouvoir, alors qu'ils n'ont rien fait pour cette population qui s'est paupérisée davantage, qui est
maintenant les déplacés internes causés par une guerre inutile qui ne devrait même pas avoir eu lieu si les autorités congolaises avaient respecté leurs engagements. Cette population qui s'est déplacée à plus d'1 million d'habitants, la plupart campent dans les portes de la ville de Goma. Donc tout ça, c'est effectivement, ils l'utilisent pour légitimer leur présence à la tête de l'État. Ils cherchent à jeter l'opprobre sur les autres pour dire que si on n'a pas fait ce qu'on devrait faire, c'est à cause d'une guerre qu'ils appellent une guerre d'agression, en tentant de nier le droit de ces gens qui réclament leurs droits, même le droit à l'appartenance à leur État. Parce qu'ils disent que ce ne sont pas des Congolais, qu'ils ont affaire à une agression extérieure, mais pourtant, tous ces officiers qui combattent au M23, ce sont des officiers de l'armée congolaise, ce sont des officiers qui ont servi dans l'armée congolaise à différentes capacités. Je ne sais pas comment aujourd'hui ces gens se transforment miraculeusement en des militaires étrangers venant d'un pays voisin. Voilà, merci beaucoup maître pour ce décryptage. En tout cas, on aura compris les contours de la question de la démission du général Jeff et surtout déjà son remplaçant est déjà sur place. Il a commencé ses travaux. Espérons que pour lui, en tout cas, espérons que le vent va souffler en sa faveur. Et maître, merci beaucoup. On aura l'occasion de revenir sur l'actualité et surtout sur cette question épineuse de la sécurité à l'est de la RDC. Une question qui touche et qui concerne les membres de la communauté est-africaine et les membres de Grand Lac élargi. Merci à toutes les équipes qui m'ont réalisé et qui m'ont permis de vous attendre chez vous. L'émission C'est Majuscule Propos. J'aurai tout le plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle émission.